plafond me tombe en mille miettes sur les épaules et sur la tête. Le concierge m'a dit, moi y voir, m'allait le dire au propriétaire. Fait trop longtemps que je me fie sur ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. La poignée de porte nous reste des mains à 2h30 du matin. Faut faire attention. 88,3. Mon nom est Benoît Gingras et je serai votre animateur aujourd'hui. Notre émission de ce jour portera sur la santé mentale, l'itinérance et l'hébergement. Depuis quelques années, il y a une augmentation de l'itinérance au Québec et à Québec. Cette crise a été exacerbée par la pandémie et il y a une crise du logement qui sévit en ce moment. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions de santé mentale, d'itinérance en lien avec l'habitation. Dans un premier temps, je débuterai avec M. Benoît Côté, directeur général du programme d'encadrement clinique et d'hébergement, acronyme PECH, qui accompagne des hommes et des femmes vivant avec une problématique de santé mentale, de toxicomanie et d'itinérance. Ensuite, mon collègue, Luc Montmigny, s'entretiendra avec M. Frédéric Lapointe, coordonnateur clinique de la Maison L'Aubrivière, qui nous parlera de l'historique de la maison et des services offerts par l'organisme, et plus particulièrement de son offre de logement social. Enfin, nous terminerons avec une entrevue réalisée par ma collègue Lise Michaud, qui a interviewé 2 personnes, François et Sébastien. François est sorti de la rue. Il poursuit actuellement son rétablissement dans un des logements offerts par la Maison L'Aubrivière. Alors, comme je le disais précédemment, débutons maintenant en accueillant Benoît Côté. Alors, comme je connais Benoît, je me permettrai pendant l'entrevue de le tutoyer. Je ne crois pas que ça l'offusque. Non, pas du tout, Benoît. Benoît Côté est directeur général de PECH, un organisme situé sur le boulevard Charest au centre-ville de Québec. Benoît est très impliqué dans des organismes communautaires depuis 40 ans. Comme je le disais précédemment, nous avons convenu de nous tutoyer. Alors, Benoît, peux-tu en introduction nous parler brièvement de la mission de PECH? PECH, avec le temps, ça fait déjà 33 ans qu'on existe, ou tout près, là. Donc, on a commencé, on était 2 personnes, 0.5, donc 2 personnes et demie. C'est pas que la personne ne valait pas une personne à part entière, mais elle travaillait à demi-temps. Et aujourd'hui, on est près de 125 personnes chez nous. Est-ce un bon signe, un mauvais signe? C'est sûr que j'ai cru un jour qu'on ne serait plus indispensable, que si les pêches de ce monde disparaissaient, ce serait très bien pour notre société. Ce serait un signe que les choses vont bien. Mais force est de constater, on parlait d'itinérance tantôt, t'en parlais. Mm-hmm. C'est clair que la cohabitation n'est pas toujours facile là, entre les citoyens, les personnes itinérantes, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. La pandémie a vraiment été un facteur qui a multiplié par 5, je dirais, les tensions. On le regarde comme citoyens, on est tous touchés par la pandémie à un degré ou à un autre. Imaginez les gens qui sont isolés, les gens qui sont dans la rue. La vie est pas facile, effectivement. Mais pour revenir à la pêche, c'est à peu près 10 volets de services différents. Ça va de l'intervention de crise avec les policiers, à un service de fiducie, à du suivi dans la communauté, à de l'hébergement transitoire, à du logement social, etc. OK, je t'ai entendu en entrevue déjà, Benoît, parler justement de l'importance du logement en dépassant le mode transitoire. Tu parlais de pérennisation, donc l'importance de trouver un logis pour une personne, mais qui y demeure. Est-ce que c'est un objectif fondamental de PECH? Oui. Ah oui, on croit beaucoup à ça chez nous, c'est-à-dire que quand tu demandes aux gens dans la rue ou des gens qui ont une situation de vie précaire, est-ce qu'ils veulent une chambre ou un logement? 99% du temps, les gens vont dire j'aimerais un toit et demi, un studio, avoir ma propre salle de bain. C'est vrai des gens dans l'itinérance, il y a un petit folklore là, qui circule sur le fait que c'est un choix de vie l'itinérance, puis que c'est olé, puis c'est le fun. Ça, c'est un mythe, selon moi. C'est sûr que si vous demandez à quelqu'un qui est dans la rue depuis 7 ans, puis vous demandez, puis comment tu trouves ça, la rue, sa dignité va faire en sorte qu'il va dire, ouais, c'est le fun. Mais derrière tout ça, là, les gens,
Ils veulent un logement. Puis la meilleure façon de sortir les gens de la rue, c'est quoi? Si tu veux sortir les gens de la rue, c'est de leur faire un hébergement, le plus possible, un logement subventionné avec accompagnement, avec soutien, parce que, tu sais, on n'est pas dans le pays des licornes non plus. Prendre quelqu'un qui a été dans la rue pendant 7 ans puis le mettre en logement, ben, ça se peut qu'il y a certains ajustements à faire avec les voisins, il y a des apprentissages qui ont été perdus, laver sa salle de bain, faire à manger, etc., etc. Donc, le modèle à laquelle on croit, puisqu'on a intégré depuis 7 ans 225 personnes itinérantes chroniques en logement, ben, c'est un modèle qui s'appelle Logement d'abord. Ça s'appelle Housing First en anglais. Et l'idée est simple, c'est de mettre les gens en logement pour les protéger un peu des difficultés de la rue, de la violence de la rue. Je parle du froid, je parle des agressions possibles, puis bon, on pourrait parler de l'itinérance des femmes, qui est un sujet qui pourrait être une entrevue à lui seul. Mais c'est sûr que le logement, c'est le facteur de base qui permet aux gens de sortir de l'itinérance, et l'accompagnement est important. Vous dire, faire du logement social en 2023, c'est pas simple. On sait qu'on a une crise du logement, on sait que les programmes sont plus ou moins adaptés présentement à la réalité de nos besoins, parce que le gouvernement est en train de réfléchir à un autre programme pour développer le logement social. On est toujours en attente de ce programme-là. Donc, mais oui, le logement social, pour moi, et pour nous à Pêche, c'est la colonne vertébrale par laquelle on va réduire l'itinérance à Québec, puis je pense qu'on est capable comme société de le faire. Puis pratiquement, actuellement, vous en gérez combien chez Pêche de logements? Depuis 2016, quand on a commencé avec une petite équipe avec l'approche Logement d'abord, on a intégré jusqu'à ce jour, 23, là, donc 2016 à 2023, 225 personnes itinérantes chroniques en logement chez des propriétaires privés qui sont subventionnés. On appelle ça un PSL à la personne. C'est un programme de subvention qui subventionne le propriétaire. Et comme il n'y a pas de logements sociaux en construction ou disponibles ou accessibles beaucoup, ben on est passé par les PSL et ça fonctionne relativement bien. Est-ce que c'est facile avec la crise du logement et les tentations aussi de monter ton loyer qui correspondent plus aux normes de l'OMHQ pour les propriétaires à choisir entre quelqu'un qui fait sa maîtrise en service social puis une personne itinérante? Ça se peut qu'ils choisissent une personne qui fait sa maîtrise en service social. Mm-hmm. Mais force est de constater qu'on a eu une collaboration assez impressionnante et soutenue des propriétaires privés pendant toutes ces années-là, et ça a fonctionné. Il faut vraiment être là quand il y a des conflits, il faut vraiment être là quand il y a des bris d'appartements. C'est l'espèce d'assurance là, que les propriétaires aiment beaucoup, privée, là, quand on est là. Alors, on parle donc d'une intervention comme un peu volante là, à domicile. Là. Ça prend des gens qui sont formés pour aller à domicile puis qui donnent un coup de main à ces personnes-là qui sont en logement. Là. C'est une partie du succès de ce programme-là, c'est de contribuer financièrement quand il y a des bris aux réparations, mais c'est aussi d'expliquer si quelqu'un, par exemple, peut ne plus entendre de voix depuis des années, tout à coup ses voix reviennent, ça perturbe un peu l'environnement, mais il faut rassurer et le propriétaire et l'environnement sur une situation particulière qui a pu se passer. Donc, nous autres, on est très contents de ça. Il y a des villes comme Helsinki, en Finlande, qui ont réussi à diminuer de 80% leur itinérance par une approche logement d'abord. Medicine Hat, quand j'étais jeune à la petite école, on voyait Medicine Hat, on pensait que c'était la Polynésie, là, mais c'est au Canada, c'est en Alberta. Puis ils ont réussi, eux autres aussi, à diminuer l'itinérance de façon significative, de l'ordre de 70% il y a 5 ans à peu près. Bon, est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça demande des conditions avec une municipalité qui fournit des subventions au logement? Oui. Est-ce que le gouvernement actuel est proactif par rapport à ça? Je dirais que non. Donc, il faut se battre là, pour pouvoir obtenir ces subventions au logement-là, obtenir des nouveaux logements construits, parce que moi, je crois à toute forme de logement, de toute tenure pour intégrer les gens à faible revenu, marginalisés au surplus, là. Mais c'est pas normal que l'itinérance, il y en ait autant à Montréal, à Québec. C'est une question pour moi c'est un manque de volonté politique de régler ce problème-là. On pourrait la diminuer d'au moins 70%. Si on avait les budgets nécessaires pour le faire,
parle des logements, bien sûr, mais on parle aussi des équipes qui accompagnent les personnes à domicile. Ça coûte des sous, mais si vous saviez comment ça coûte de ne rien faire. Ça coûte beaucoup plus cher de laisser les gens dans la rue, avec les coûts sociaux que ça entraîne, en hospitalisation, en incarcération, en coûts de tout ça. Ça coûte presque 2 fois plus cher de les laisser dans la rue. OK. Je t'ai entendu aussi parler récemment des difficultés croisées, en fait, des problèmes croisés qu'on retrouve là chez les personnes itinérantes, c'est-à-dire problèmes... d'ailleurs, c'est le thème de notre émission aujourd'hui, difficultés de santé mentale, problèmes de toxicomanie aussi. Comment, quand on débute une intervention, comment on prend ça, c'est-à-dire Benoît? qu'on ne peut plus séparer la santé mentale dans un silo, la toxicomanie dans l'autre, l'itinérance dans l'autre, la judiciarisation dans le 4e silo. C'est la même personne. Il n'y a aucun programme structuré qui s'adresse à ces réalités-là. J'ai déjà rencontré des psychiatres finissant de McGill, puis je leur disais, mais vous pouvez plus là être de garde dans une urgence puis dire à quelqu'un, ben monsieur, réglez votre problème de toxicomanie en premier et après on s'occupera de votre problème de santé mentale. C'est complètement... c'est un non-sens pour moi. Mais c'est encore une approche qui est préconisée, ça? Tout le temps, si vous saviez. Par le temps que nos intervenants à la pêche qui sont intervenus auprès de quelqu'un en crise entrent dans l'hôpital, font asseoir la personne et l'autre intervenant va stationner le véhicule, il est déjà ressorti. Alors, tu sais, soit l'urgentologue dit, bon, ben, c'est pas à nous, ça nous regarde pas. Et c'est quand même curieux que l'itinérance, avec les problèmes que ça amène de santé, il n'y a aucun lit dédié aux personnes itinérantes à Québec, là. C'est complètement, pour moi, c'est aberrant, parce que si la psychiatrie s'adresse à la complexité, ben, en voulez-vous de la complexité quand tu as une problématique croisée, santé mentale, toxicomanie, itinérance, parce que bon, c'est tout un monde, l'itinérance aussi. Donc les gens sont pas formés, il n'y a pas d'appétit, il n'y a pas d'intérêt des services de santé à traiter ces personnes. Mais est-ce que vous percevez que votre approche, là, quand vous leur parlez de l'importance, bien sûr, a des impacts là, actuellement? Regardez ce que fait sur le terrain. Nos collègues de SAPSA, la clinique là, qui est ouverte dans Saint-Roch là, pour la santé physique des gens à bas seuil d'accessibilité. C'est un peu compliqué comme terme, là, mais les gens qui culturellement ne se sentent pas accueillis à l'hôpital pour les raisons qu'on vient de dire, quand tu les accueilles, quand tu les écoutes, c'est déjà le premier pas vers leur début de rétablissement. Mais il faut aussi faire en sorte que les services soient adaptés à la réalité des personnes. Nous, on travaille depuis 5 ans sur une clinique de traitement des traumas multiples. C'est-à-dire, on s'est rendu compte à pêche que 80% des gens qu'on accompagne, ils ont un problème de santé mentale puis de toxicomanie. Mais derrière tout ça, c'est des traumas vécus dans l'enfance à répétition. Tu sais, on n'invente rien. Pensez à la DPJ, là, les jeunes qui sortent de la DPJ, il y en a le tiers qui font une expérience d'itinérance en sortant de là. Donc, on n'invente rien. Mais nous, en regardant la littérature mondiale autour du phénomène des traumas, avec 3 psychiatres assez alternatifs qui travaillent chez nous, ben, on s'est dit, il faut absolument travailler comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut plus traiter les traumas avec la relation d'aide habituelle. C'est des approches psychocorporelles qu'il faut mettre en place. La massothérapie, des approches qui font en sorte que on peut s'en sortir de ces traumas par des approches différentes. Donc, on a une clinique qui s'appelle le Bifrost. On est en train de travailler à développer des nouvelles approches de ce côté-là. Donc, oui, il faut, par rapport aux gens désaffiliés socialement, travailler sur plusieurs fronts. Le logement, il faut travailler sur le traitement aussi des personnes, l'accès à des ressources de traitement en toxicomanie. Allez pas penser qu'une personne de la rue va se présenter au centre de dépendance puis il va être traité là, facilement, là, parce que c'est des protocoles. Ça prend quasiment un baccalauréat pour remplir les formulaires qui sont offerts aux gens. Donc, OK. Et on sait qu'actuellement, il y a un dénombrement, un recensement, en fait, du nombre d'itinérants. Je t'ai entendu également récemment en parler. Est-ce qu'on connaît la teneur approximative de la situation, mettons, la photographie de la réalité de l'itinérance à Québec ou Montréal, là, en fait? Oui, en fait... je veux pas dire n'importe quoi parce que moi aussi la mémoire me joue des tours, mais le dernier dénombrement qu'on avait fait à Québec, je pense qu'on était autour de 600 ou 700 personnes itinérantes. Là, on attend les résultats,
Mais selon l'avis des intervenants de terrain, on pense qu'il y en a plus. Est-ce que c'est juste une impression? Je crois pas. Il y a plus de nuitées, en tout cas, dans les refuges d'urgence. Okay. Est-ce que la crise du logement fait en sorte que des gens qui vivent dans leurs automobiles, ça existe, là, pendant jusqu'au bout, puis quand ils peuvent plus garder l'automobile, ben, ils se retrouvent dans les refuges. Il y a quand même encore des inégalités sociales à Québec, même s'il y a un taux de chômage qui est bas. Donc, on présume que oui. On présume que la pandémie a amplifié les problèmes de ceux qui avaient déjà de la misère à arriver, puis que finalement, il y en a beaucoup plus. Donc, autrement dit, vous donnez de plus en plus de services aussi, mais je sais qu'il y a tout le problème de rétention de personnel qui est une difficulté réelle. Là. Vous perdez des gens aussi pour d'autres services, en fait, qui quittent pour le service public. C'est vrai. Cette condition-là du salaire offert aux intervenants dans le communautaire est un problème important de rétention de main-d'œuvre. Par contre, on offre comme milieu de travail quelque chose qui est assez intéressant aussi. Mais c'est vrai que quand tu es monoparental ou quand tout simplement tu as un salaire du communautaire qui est règle générale, 6 $ de l'heure de moins que le salaire moyen au Québec. Ben, faites le calcul avec l'inflation et tout. On a vu des gens partir. Et puis ça, c'est un enjeu du mouvement communautaire. Oui, parce qu'on pense toujours que oui, le communautaire a un grand cœur. Oui, on a un grand cœur. Oui, mais on mange aussi. Oui, il faut des autos aussi. Des gens veulent s'acheter des maisons à un moment donné. Puis on n'a pas ces moyens-là d'offrir des salaires compétitifs avec le réseau. C'est là la grande inégalité entre nos deux réseaux. On parle d'équité salariale, mais l'équité salariale, ça fait toujours par rapport au réseau de la santé avec le réseau de la santé. Mais quand tu compares pour un travail à peu près égal en termes de compétences, de formation, de diplôme, le salaire qui est donné avec un fonds de pension dans le réseau public versus le communautaire, il y a un manque à gagner qui est évident. Là, à force de pas offrir des bonnes conditions, mais on voit qu'avec même le gouvernement qui offre de meilleurs salaires est pas capable d'avoir plus d'infirmières, plus d'intervenants à DPJ. Venez-vous-en travailler dans le communautaire. On va avoir besoin de vous. Puis on pourra demander des meilleurs salaires, toute la gang ensemble. Autrement dit, de plus en plus de demandes en termes de services, mais une perte aussi d'expertise là, pour les raisons que tu viens de... Ça nous guette. Et puis, je pense qu'on offre à des générations qui sont nées en 2000 et des valeurs, par exemple, d'un milieu de travail où il y a un esprit de famille, où il y a de l'autonomie, de l'initiative puis de l'innovation, ça attire encore les gens chez nous, là. Écoute, Benoît, le temps file rapidement. D'abord, je te remercie infiniment pour ta présence. Merci. Je tiens à souligner l'importance du travail que tu fais, que vous faites. C'est précieux. C'est gentil. Merci beaucoup. Puis on continue. Puis on a beaucoup d'idées pour l'année prochaine puis l'année d'après. On va travailler encore fort là, pour qu'il y ait une cohabitation intéressante entre les citoyens et les personnes marginalisées. Merci infiniment, Benoît. Merci, Benoît. Au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. J'ai vu cet homme étendu sur le trottoir, sachant que derrière ses larmes se cache une histoire. Il cherche à boire, il cherche à manger, sans famille, sans toit sous lequel se ranger. Il revient de loin, il a beaucoup à dire, mais les gens le regardent de loin, peur de salir. Pourtant c'est l'un des nôtres, et il tend la main. Il a faim, et avant tout c'est un être humain. Dieu a un regard sur lui que nous on n'a pas. Il est plus riche qu'on pense, il a ce que l'on n'a pas. Il a de l'amour, même si son cœur est lourd. Il pense aux autres avant de crier au secours. Sa vie est un fardeau, il
il a besoin de sommeil, d'un peu de repos et qu'on lui tende l'oreille. Ce n'est pas l'argent, ne sors pas ton change. Ce qui lui fait mal, c'est notre indifférence. Every man for himself in his lip, blam, 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 blam. Sac à dos à l'épaule, les hivers sont rudes. Les rêves de repas chauds et non d'un voyage dans le sud. Il est aux premières loges de monde cruel. Quand il cherche du réconfort dans un fond de ruelle, rempli de compassion pour ceux qui vivent comme lui, sans abri, le visage abîmé par la vie. C'est l'enfer, il rêve d'une place au paradis. Il est si près, affecté par la maladie. Partout où il va, on lui ferme la porte. On ignore sa gentillesse, on regarde ce qu'il porte. Il vit au jour le jour, cherchant de quoi se nourrir. Il n'a rien à t'offrir à part son sourire. Il a l'air fort, mais si fragile. Il est si vrai, les yeux si vides. Chaque jour la même prière, il crie à l'aide. Il regarde les passants, mais personne s'arrête. Every man for himself in his lamp, in his lamp, in his lamp. Every man for himself in his lamp, 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 lamp. Il a des regrets, mais ses souvenirs s'estompent. Il a des secrets qu'il emportera dans sa tombe. Il doit se battre chaque jour face à cette réalité. Il gèle ses émotions pour l'affronter. C'est une vie qu'il n'a pas choisie. Ses mauvais choix ont pourri sa vie. Il s'accroche à l'espoir, il garde confiance. Il donnerait tout pour une seconde chance. Cherchons un abri, cherchons un appui. Sa vie est un cauchemar, les soirs de pluie. Il attend le beau temps et le temps est long. Personne à qui parler, il est seul au monde. Il a un fils qu'il a négligé, mais il a un fils qu'il a retrouvé. Je donnerai tout pour te prendre dans mes bras. Ce texte est pour toi, papa. Every man for himself in his lamp, 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 Every man for himself in his lamp, 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 in his lamp. Nous venons d'entendre la chanson « L'itinérant » de Samian. Dans cette chanson, Samian décrit bien la réalité de l'itinérance en milieu urbain et ô combien notre indifférence peut être cruelle parfois. Poursuivons maintenant avec une entrevue réalisée par mon collègue Luc Montmigny avec M. Frédéric Lapointe de la maison L'Aubrivière. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui, la radio CKIA, le 88.3, la radio urbaine de Québec se déplace aujourd'hui à la maison de L'Aubrivière pour parler de logement social avec M. Frédéric Lapointe. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans cette nouvelle maison de L'Aubrivière. Vous avez déménagé ici récemment. Oui, il y a en mars, il y a 2 ans, exactement, dans nos nouveaux locaux. Vous étiez auparavant sur la rue du Pont, vous étiez auparavant sur la rue Saint-Paul, si je ne me trompe pas. Exactement, nous avons été situés sur la rue Saint-Paul. Nous sommes à notre 40e année d'ouverture et la 2e année ici dans nos nouveaux bâtiments. Alors, on va plonger dans le vif du sujet. Un coup d'œil sur votre site Internet nous permet d'apprendre que vous faites partie du paysage de Québec depuis 1983. Un bref historique, peut-être? Oui, écoutez, l'Aubrivière, dans ses débuts, c'était l'ancien, au 401 Saint-Paul, c'était l'ancien hôtel Château-Champlain, qui était un bel hôtel, qui était bien réputé. Par la suite, est devenu l'hôtel qui était face à la gare du Palais, donc, excusez-moi le terme, qui est devenu un peu plus un bordel, prostitution ici. La maison, le Château Champlain a été acheté par plusieurs communautés religieuses pour en faire l'Aubrivière. Donc, écoutez, on est à 2 jours près, pas près, mais passé de notre 40e anniversaire.
Parfait. Et on voit aussi sur le site Internet que vous êtes ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par année, jamais de congé. Donc, vos services que vous offrez ici à la Maison de Rivière sont très diversifiés. Écoutez, il y a plusieurs services ici à l'Aubrivière. On connaît beaucoup l'Aubrivière pour sa soupe populaire, l'hébergement pour hommes, mais on fait beaucoup plus que ça, ou ce que c'est des choses méconnues. Rapidement, on a un service d'hébergement d'urgence qu'on nomme la halte, qui est un hébergement 24 heures. On peut accueillir les gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens peuvent arriver, on pose pas de questions. Vraiment, dans la condition, on va prendre la personne dans la condition qu'elle est. Elle va arriver avec un animal, avec son chien, on va pouvoir le prendre. C'est un type d'hébergement qui n'existait pas ici dans la région de Québec. C'était tous des hébergements traditionnels comme l'hébergement homme et l'hébergement femme. Donc, des lieux où ce que les gens pouvaient venir vraiment prendre un moment de répit, juste se reposer quelques heures et ensuite repartir. Ça n'existait pas. Donc, on a ouvert ce service-là depuis 3 ans. Par la suite, on a l'hébergement homme qui contient 48 lits, qui est à pleine capacité à tous les soirs. Quand je dis à pleine capacité, c'est malheureux à dire. On doit remettre quasiment le soir à la rue une quinzaine de personnes par soir, faute de place d'hébergement. On a l'hébergement pour femmes aussi, qui a 18 lits. Aussi qui est quasiment tout le temps complet. Ça, c'est vraiment de l'hébergement avec des intervenants qui vont faire un suivi avec la personne. On va lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment qu'on peut t'aider? Un peu pour l'aider à développer son autonomie et repartir du bon pied. J'ai secteur de rétablissement. J'ai secteur qui contient 10 lits. Des gens qui ont été hospitalisés. Pour des problèmes souvent. Avant, c'était l'Institut de santé mentale. Maintenant, avec le Grand CIUS, ça vient des différents hôpitaux. On a 18 logements aussi, des logements sociaux, des logements qui peuvent accueillir des gens qui ont passé par différentes étapes, qui sont prêts à avoir un logement. Donc, ils peuvent être en logement ici pour une période de 2 à 5 ans. Bon, justement, on voulait avoir des précisions pour la différence entre l'hébergement que vous offrez, l'hébergement temporaire, sporadique, si on peut dire, et aussi les logements. Donc, ceux qui veulent obtenir un logement ici pour une durée de temps, ils peuvent le faire chez vous. Oui, ils peuvent le faire chez nous. Les 18 logements, présentement, sont complets. Les 18 logements ont été comblés. On s'est posé la question de comment qu'on allait distribuer les logements, à qui, on va-tu mettre un âge, c'est mixte. Je vous dis, on a monté un petit comité avec qu'est-ce qu'on prenait comme règle, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider ces gens-là. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens, souvent, qui passaient par le rétablissement, le secteur de rétablissement, les gens qui avaient quitté l'hôpital, qui étaient beaucoup plus stables, des fois, faute de place, se retrouvaient des fois dans des endroits, après avoir été passé le rétablissement, des endroits moins fréquentables, peu fréquentables. Donc, l'Aubrivière, on a décidé d'ouvrir ces 18 logements-là. Fait que ces 18 logements-là sont priorisés aux gens qui sont passés par le rétablissement. Le rétablissement, c'est des gens qui sont là pour une période de 3 mois. Donc, ça nous permet de voir l'autonomie de la personne avec l'aide des différents travailleurs du CIUS, que ce soit des ergos, des travailleurs sociaux. Dans le quotidien de la personne, comment ça fonctionne, est-il capable d'aller travailler, puis regarder les problématiques. Puis, s'il est capable d'être en logement, on va l'accompagner en logement. J'ai une intervenante qui est là pour les accompagner, qui va les visiter au moins une fois par semaine, aller voir comment ça se passe dans leur train quotidien. Donc, il y a vraiment une différence. Et ces logements-là sont équipés, en fait, c'est un logement normal avec cuisine ou comment ça fonctionne exactement? Comment ils sont installés, les gens qui optent pour un logement comme ça, temporaire, mais quand même avec une certaine idée de permanence, là? Oui, écoutez, vu que c'est une période de 2 à 5 ans, quand on a ouvert les logements, on savait pas, qu'est-ce qu'on fait? Je pouvais pas, moi, me permettre de dire, écoute, on va te donner un logement, t'auras rien. Tu t'achèteras un frigidaire, tu t'achèteras un poêle, tu t'achèteras une table. Fait qu'on a regardé avec nos différents partenaires, comme le Centre des congrès nous a offert gratuitement des causeuses pour chaque logement, des tables, des chaises. Nous avons acheté des lits, des matelas neufs aussi pour chaque personne. Puis, on a eu la chance d'être équipé de poêles et frigidaires dans chaque logement, parce que c'est pas des logements tout compris, mais par contre, avoir la possibilité gratuitement de les avoir. Donc, les gens qui arrivent, ils arrivent pas dans un logement vide. C'est des 3,5. J'ai un studio, 17 3,5. Des très, très beaux logements situés au 7e étage, au dernier étage de l'Aubrivière.
Donc, les logements sont équipés. On a essayé, chaque personne, on leur a donné comme un kit de départ, de la nourriture en partant, des draps, des couvertures, des ustensiles, des chaudrons, tout ce qu'on a pu donner aux gens pour qu'ils partent du bon pied, on l'a fait. Alors, en plus de voir au rétablissement de la personne, vous encouragez aussi son autonomie d'une certaine façon. Oui, énormément. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite pas les gens voir partir d'ici, mais pour nous, c'est une bonne nouvelle quand on sait que quelqu'un est en logement, quelqu'un travaille, quelqu'un retourne aux études, fait ça nous permet vraiment de suivre la personne, puis de l'aider dans son quotidien, parce que des fois, comme nous, il y a des journées qui sont plus dures que d'autres, puis ces gens-là, souvent, c'est des gens qui sont isolés, qui sont seuls, donc les intervenants sont là sur place pour pouvoir les écouter puis les accueillir. Lorsqu'un logement se libère comme ça, vous pouvez dire mission accomplie, mais en même temps, c'est un peu triste de voir la personne partir, mais en même temps, vous pouvez donc avoir le plaisir d'accueillir quelqu'un d'autre. Oui, c'est exactement le cas. Là, présentement, comme je vous disais, les 18 logements sont comblés, période de 2 à 5 ans. Des fois, écoutez, la personne ne restera pas de 2 à 5 ans. Faut se dire que c'est avec comme avec l'OMHQ, la personne paye 25% de ce qu'il reçoit comme argent par mois. Donc, ça lui permet de se remettre sur pied, d'avoir de l'argent pour vivre, puis justement de cheminer là-dedans. C'est de l'hébergement, mais c'est aussi de l'accompagnement pour viser l'autonomie. Alors, est-ce que les gens peuvent se chercher un emploi? Vous les encouragez, vous les aidez à chercher un emploi peut-être qui leur permettra de s'établir en logement ailleurs dans la ville? Ben oui, quand on peut justement, le maximum qu'on peut faire, je vous dis, on fait beaucoup avec peu. On fait notre maximum, mais justement de voir c'est quoi les attraits de la personne. Des fois, on va les amener vers différentes ressources, parce qu'on travaille beaucoup avec des partenaires, différentes ressources, pour l'aider dans son cheminement. C'est quoi tu veux faire? Des fois, la personne est en recherche, veut changer. Exemple, il travaillait dans la mécanique automobile, puis ça allait... il l'a échappé, la personne a eu des problèmes de boisson, tout ça. Il dit, écoute, moi, c'est plus ça que je veux faire autre chose. On va l'envoyer vers d'autres ressources qui vont pouvoir l'aider justement à regarder qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Et on parle aussi de logement. Vous parliez de 3,5. Donc, est-ce qu'on peut accueillir plus qu'une personne dans un logement? Est-ce que ça peut être une jeune famille? Je sais pas, je pose la question. Très bonne question. C'est des personnes, non, c'est des logements transitoires. Hein? Donc, c'est des personnes... C'est sûr que si la personne a un enfant puis qu'il nous demande d'accueillir son enfant, peut-être pas à temps plein parce qu'il y a des règles là-dessus, mais on va faire en sorte que la personne puisse accueillir son enfant. S'il se fait une blonde, exemple, là, je parle au masculin, mais que ça soit une femme ou un homme qui veut accueillir sa blonde, son chum, ben juste de venir nous le dire. Écoute, cette nuit ou les 2 prochaines nuits, la personne va venir dormir chez nous. Dans le fond, c'est qu'on veut pas que ça devienne une place de party. On veut pas que ça devienne, c'est des gens qui sont en cheminement, des gens qui sont en rétablissement. Fait que sans tenir la vis serrée, on le fait pour eux autres. Après 11 heures, après 11 heures, on demande qu'il n'y ait plus de visiteurs. 2 visiteurs maximum dans un logement. Puis honnêtement, c'est à la demande de la personne, parce que la personne souvent passée par les différents services, puis sont très sensibles, les gens aux problèmes qui se véhiculent. Fait qu'ils ont connu des gens qui sont encore à la rue, ils les voient dans la rue, la personne va dire, écoute, je peux-tu aller coucher chez vous? Un deuxième, je peux-tu aller coucher chez vous? Un troisième? Mais justement, la personne, et souvent, c'est des personnes, comme je disais, qui sont très sensibles. On veut éviter ça. On veut que la personne pense à elle, se rétablisse avant tout. C'est la meilleure façon de le faire. Puis c'est un endroit sécuritaire pour tout le monde, évidemment. Vous devez avoir beaucoup de demandes. Bien, écoutez, oui, on a beaucoup de demandes. Il faut dire qu'à l'Aube-Rivière, en tant que tel, il y a 5000 personnes différentes qui passent par année. Donc, au niveau des logements, on a eu beaucoup de demandes. C'est de là le pourquoi que comment qu'on va faire, comment qu'on va les attribuer. On s'est dit la meilleure façon, c'est de prendre des gens qui sont passés par le secteur de rétablissement puis qu'on a connu, on connaît son cheminement, on connaît ses capacités. Puis, c'est la meilleure façon, je crois. Monsieur Lapointe, rapidement, le temps file. Est-ce que vous pouvez nous dire si la situation actuelle après post-pandémie, si on peut dire, est-ce que c'est pire qu'avant la situation du logement? Bien, je vais être très honnête avec vous. Oui, on a doublé là depuis 2 ans, même en 1 an, on a doublé notre service d'hébergement en nombre de personnes. Il faut dire que l'hébergement typique comme hébergement homme est une moyenne d'environ 8 à 10 jours d'hébergement. La personne peut rester jusqu'à 30 jours. Souvent, c'est jusqu'à réception d'argent, jusqu'à temps qu'il soit prêt à partir. Mais on va dire que la pandémie a amené beaucoup de nouveaux visages. On se dit que beaucoup de ressources, lors de la pandémie, ont arrêté d'héberger les gens. Ils prenaient les gens qui étaient déjà dans leurs ressources, mais toute nouvelle arrivant pouvait pas être hébergé. Nous, à l'Aube-Rivière, on a décidé, même pendant la pandémie, de continuer d'accueillir les gens. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont migré vers la ville de Québec, qui n'étaient pas de Québec, qui ont migré vers la ville de Québec pour avoir des services, pour pas justement être à la rue puis dormir au chaud.
Absolument. Les Québécois connaissent très bien la maison de l'Aubrivière. Vous êtes, on peut dire, vous êtes la lumière qui reste toujours allumée pour les gens qui ont besoin de vos services. C'est ça, depuis 40 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure, on souligne les 40 ans de la maison de l'Aubrivière. Alors, on souhaite que les dons et le bénévolat contribuer à votre œuvre, Monsieur Lapointe. Je rappelle que vous êtes directeur technique à la maison de l'Aubrivière. Directeur technique, c'est quoi les tâches exactement? Coordonnateur clinique. Coordonnateur clinique. Dans le fond, c'est moi qui travaille à prendre les nouveaux intervenants, qui passent les entrevues, qui va être à l'écoute des intervenants, des besoins. Dans le fond, je vais gérer un centre de jour qui est ici à l'Aubrivière, les logements, le rétablissement, la sensibilisation auprès des étudiants. Dans le fond, je vais visiter certaines zones cégep qui ont besoin d'aller sensibiliser les étudiants, que ce soit en technique pour les ambulances, les soins infirmiers, l'intervention en délinquance, tous les futurs intervenants qui vont travailler dans le domaine de la santé. On essaie de les sensibiliser à la cause des itinérants. Alors, bravo à vous et bravo à toute votre équipe. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui chez vous et puis bonne chance pour la suite. Ben, c'est très gentil. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Je te parle pas. Si je ne suis plus ici, je suis pas toute là. Alors, bonjour. 3 semaines ou 6 mois, au bout de mes peines, l'envie de m'ouvrir les bras. Parfois j'entends des voix, mais j'entends jamais la tienne. Quand vient le temps de défendre mes droits, t'es où? Ou juste d'apaiser mes peines, si on me tend la main, c'est qu'on me pointe du doigt. Si on m'ouvre les bras, on me paye une croix. Je suis marqué au fer, fou, j'avoue, un moral de verre. Je prends des risques, je prends des coups sous mes cernes. Le poids du monde, je discerne à peine. Le bien du mal, les pieds dans le ciment. Alors, le cœur cavale, tu vois de quoi je parle? De la poussière des yeux, comme au fond des poches. Je me sens si loin de mes proches. L'avenir m'évite, les nerfs à vif. Faut que ça change pis vite. M'entends-tu quand je te parle pas? Si je ne suis plus ici, je suis pas toute là. Attends-moi 3 semaines ou 6 mois, au bout de mes peines, l'envie de m'ouvrir. Hubert Aquin, Nelligan, Alice Robin, Nelly Arcan. Tu m'admires quand ma folie embrasse le génie. Quelque part entre le réel et le déni. Tu connais la séquence suite de séquelles. Au département des surgelés, de Saint-Jean-de-Dieu à Pinel. On sauve le cœur ou les veines à l'Opinel. On sauve le cœur ou les veines à l'Opinel. Depuis tout le temps, sacrifié par l'opinion. Pourtant, on crève, on souffre, on fait toujours plus de mal à nous-mêmes. Plus de place pour le fou du village. C'est de même, un jour de pluie, c'est tout. Juste un autre jour de pluie, épuisé, au fin fond du trou. M'entends-tu quand je te parle pas? Si je ne suis plus ici, je suis pas toute là. Attends-moi 3 semaines ou 6 mois, au bout de mes peines, l'envie de m'ouvrir les bras. Pas besoin d'être malade pour prendre soin de soi. Y'a de grands malades en meilleure santé que moi. Parti sur un trip, revenu sur un flat. Une dose de trop, ma bulle éclate. À force de m'en faire, je m'enferme. Je m'enfarge, je m'en fous, je m'enfuis. Dans la boue, dans la marge jusqu'au cou. Tout croche, sans appui, je tiens debout. Mise à l'écart, ici comme partout. Enchaîné aux pilules, au brancard ou à un arbre. Toujours trop encombrant, mais quel bruit fait une arme en tombant. Nous sommes de retour à Dessine-moi un logement sur Sikia FM 88,3. Nous venons d'entendre Florence K. et David Goudreau qui interprétaient la chanson « Mental malade ».
Dans le prochain segment, ma collègue Lise Michaud va s'entretenir avec Sébastien et François, qui vont nous parler du vécu de l'itinérance. Cela nous permettra de mieux comprendre la réalité des personnes qui vivent de l'itinérance et des problèmes que ces personnes rencontrent. Bonjour, chers auditeurs. J'ouvre la fenêtre sur le problème de l'itinérance ou de la santé mentale. L'itinérance est un mal de vivre qui affecte un certain pourcentage de la population qui, malheureusement, est en hausse à Québec. Quoi qu'on en pense, les raisons sont multiples et variées. On y retrouve parfois un nombre de personnes d'origine, de statut social et de métiers différents. Selon les statistiques, il y aurait plus d'hommes que de femmes en itinérance. Qu'en pensent les principaux intéressés? Alors, vous comprendrez que je vais donner simplement le prénom de la personne. Merci François de répondre à nos questions. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, moi, j'aimerais savoir si tu es capable de nous confier la raison qui a fait que tu as vécu dans la rue. Soit c'est un choix personnel ou une circonstance. C'est définitivement pas un choix personnel, mais je dirais que dans une circonstance, c'est que je suis venu, mettons, vivre dans le quartier Saint-Roch. J'ai rencontré des mauvaises personnes, puis personnes pas très fiables, mettons, puis c'est ça, à un moment donné, on consomme de plus en plus fort, puis à un moment donné, on s'en va toujours jusqu'au bas fond, fait qu'à un moment donné, on se ramasse dans la rue, puis c'est justement au bas fond, quoi, c'est là qu'on peut rebondir, ou on peut prendre c'est un éveil ou une façon qu'on décide de se remettre pas de guérir, mais d'arrêter de consommer puis de commencer un rétablissement. Parfait. Alors, penses-tu que les gens vous jugent trop facilement sur les probables raisons de la situation? Je pense que certains oui, d'autres non. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Par exemple, au Rivière, j'ai des amis, moi, qui sont professionnels, puis ils pensaient que c'était juste une place pour venir manger puis sortir, qu'il n'y avait pas de service comme le rétablissement, des soins un peu psychiatriques, là, avec puis aussi tous les services de l'eau-rivière qui aident la population, puis ceux qui sont dans la misère, puis qui n'ont pas de toit, le monde se rend compte que c'est beaucoup plus qu'une cafétéria, puis ça a été, pour certains, ça a été comme un éveil ou ils ont découvert que c'était un établissement ou une mission très importante pour la Ville de Québec. OK. Avez-vous un accueil favorable de la population ou si l'indifférence est plus souvent fréquente? Je suis obligé de répondre encore mitigé. Il y a une partie, oui. Il y en a certains qui trouvent que c'est important, puis que, je veux dire, faut s'occuper des gens comme nous qui sont dans la rue. Plus on s'en occupe, plus on donne des services, moins ils vont être apparents dans la ville. C'est souvent ça le problème, c'est que on voit des gens, il y en a qui disent que c'est des zombies ou des gens qui ont l'air dans leur tracas, je dirais. Mais il y en a d'autres que c'est complètement l'intolérance. Il y a du monde autour, il y a des entreprises qui se débarrasseraient bien de l'itinéraire, même de l'Aube-Rivière. Fait que... es-tu capable de me dire l'itinéraire de ta journée à partir du matin? Qu'est-ce que tu fais jusqu'au soir? Dans le fond, moi, j'ai été dans la rue, puis après ça, j'ai suivi un certain rétablissement. Je suis retourné à l'école, etc. Depuis 2 ans, à peu près, je travaille principalement à temps plein. Sauf à ce moment, je suis en deux travails. Fait que, normalement, du lundi au vendredi, je fais de 8 à 5 à peu près, en télétravail surtout, mais aussi, je peux avoir des journées comme aujourd'hui, je vais vous voir, mais aussi, je fais une journée tranquille, là. Je peux faire un meeting ENA, je peux faire mon épicerie, puis sans trop de pression, là. OK. Est-ce que tu peux me dire ce que l'Aube-Rivière t'a apporté pour te sortir de la rue? Moi, au début, quand je suis arrivé dans le quartier Saint-Roch, j'ai commencé à connaître, comme je l'ai dit tantôt, des gens un peu moins, on va dire, raisonnables. Je sais pas comment dire ça, mais je veux dire, finalement, à un moment donné, je suis allé manger à la cafétéria en 2005, puis après ça, je me suis descendu dans le bas-fond complètement, là, jusqu'à quitter un appartement avec 2 sacs de poubelle. Puis en 2007-2008, je suis venu ici comme à l'accueillant pour revenir puis après ça, j'ai fait mon cheminement. Là, j'ai arrêté les drogues dures. Après ça,
j'ai payé mes dus à la société. Après ça, j'ai commencé à essayer de me rétablir. Puis finalement, en 2018, je suis arrivé ici, puis à l'ancienne place, puis au rétablissement, puis je sortais de l'hôpital psychiatrique, puis de l'Institut, puis c'est ça. Puis j'ai commencé un 3 mois là, de transition entre l'hôpital puis la société. Puis en plus, ils m'ont trouvé un appartement ici à Laubrivière qui était aux résidences du presbytère. Puis probablement que peut-être même si j'avais été je serais sorti du rétablissement, je serais allé dans une chambre tout seul. Peut-être que je m'en serais pas sorti. Là. Je sais pas, je peux pas vous dire, mais moi je considère là, qu'ils m'ont pas mal sauvé la vie. Là. OK. C'est formidable, François. Je te félicite aussi pour tout ton cheminement. J'aimerais savoir, d'après toi, le rapport avec les hôpitaux, la police, les restaurants, est-ce que c'est meilleur que c'était avant? Je peux pas vous dire exactement. Je n'ai pas de réponse peut-être sûrement claire. Pour la police, je pense qu'il y a eu des efforts de compréhension, mettons. Ils vont intégrer probablement aussi des personnes qui sont habituées avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Parce que les gens de la rue, aujourd'hui, sont souvent en état de consommation, mais ils ont souvent un problème de santé mentale non traité, ou en tout cas, ils prennent mal leurs médicaments, fait que ça les désoriente, tout ça. Les restaurants, je peux pas vous dire, souvent, il y en a ici qui ils disent pas grand-chose pour avoir le restaurant, puis mais il y en a qui aiment pas, c'est sûr. Moi, je pense que il y en a qui détestent pas, mais qui tolèrent, mais il y en a d'autres qui aiment pas non plus. Puis les hôpitaux, vous avez quand même un bon contrôle. Si vous avez des problèmes de santé, ils vous accueillent comme une autre personne normale? Absolument. Pour les hôpitaux, regardez, moi, j'ai la maladie affective bipolaire, puis jeune, j'ai fait des grosses dépressions, puis les hôpitaux ont toujours été là. Même l'Institut qui était supposément être comme un hôpital épeurant, qui est très, très bien soigné là-bas, là. Puis moi, dans le temps, les départements étaient mélangés là, en 2000 puis 2005. Puis après ça, je suis retourné seulement en 2018. Puis c'est là, à l'Institut, que j'ai commencé. J'ai fait la dernière étape là, pour commencer à me rétablir. J'ai arrêté l'alcool. Puis là, j'ai été très malade pendant 6 mois. Puis je suis revenu je suis venu après ça ici le 6 août 2018 là, à l'autre place en réinsertion. J'ai recommencé mon rétablissement. Puis ça a fait... j'ai été hospitalisé le 10 février 2018 à l'urgence de psychiatrie de l'Enfant Jésus. Puis j'ai jamais reconsommé depuis. Ça fait 5 ans vendredi passé que je suis sobre de tout. Une grosse félicitations, François. Puis, est-ce que tu as des projets futurs que tu aimerais réaliser? Comme on dit dans le mouvement là, on dit juste pour aujourd'hui, on y va de jour en jour, on se donne une direction, je sais pas. C'est pas vraiment une lumière, n'importe quoi, mais c'est pas tout le monde qui se rendu là. Mais après 5 ans, tu peux dire, je m'en vais vers quelque chose, mais ça avance relativement vite ou pas vite. Construire mon établissement, me trouver une job, sûrement une copine à un moment donné, puis moi, tout ce que j'ai... Quand tu évolues, tu fais du bien pour toi, il y a toujours du bien qui vient pour toi aussi, il y a toujours des bonnes affaires qui t'arrivent. À un moment donné, quand il y a plein d'affaires qui t'arrivent, moi, je suis le même, en tout cas, je leur donne toujours au suivant, ou je témoigne à mes intervenants ici, ou dans ma famille, ou mes amis, que l'importance qu'ils ont eu pour moi, puis ceux que tu connais autour de toi qui sont dans la rue, est-ce que, au point de vue familial, est-ce qu'ils sont appuyés ou le 3/4 du temps sont vraiment délaissés? D'après moi, ils sont délaissés. Hein. Parce que, tu sais, souvent, juste en santé mentale, là, comme j'ai dit tantôt, la majorité de la clientèle, pour moi, ils ont un problème de santé mentale non contrôlé, puis ils sont en consommation en plus. Puis, santé mentale, souvent, ça fait peur. Donc, il y a du jugement. Fait que, direct en partant, si tu vas à l'Institut, la majorité du monde qui t'entoure, ça désintéresse tranquillement. Ou, pas vraiment, mais ils ont peur. La peur engendre le rejet. On se fait toujours finir par se faire rejeter. Puis dans la rue, je vois pas quelqu'un dans la rue avec un problème de santé mentale appeler sa famille, vous savez, j'ai besoin d'aide. Là. Il est venu me dire ici, demander de l'aide, puis se rétablir, pour un moment donné, quand il va être correct, d'essayer de recontacter sa famille. OK, parfait, François. Un gros merci de t'avoir donné tes impressions.
Puis je te souhaite un bon suivi pour le futur. Tout ce que tu peux avoir de mieux, ça t'est accordé à toi parce que tu as fait des gros efforts. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, on a un autre intervenant ici. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir, pouvez-vous nous confier la raison qui a fait que vous avez choisi de vivre dans la rue, un choix personnel ou une circonstance extérieure? Eh bien, en fait, j'ai décidé de faire une immersion. Comme à toutes les décennies, il m'arrive de faire, parce que je suis originaire du centre-ville, de Loretteville et de Wendake-Lageron. Et mais là, à l'âge de 16 ans, je suis arrivé à Québec. Et la ville de Québec, le downtown du centre-ville, m'a toujours tenu énormément à cœur. Et c'est pour ça qu'à chaque décennie, il m'arrive de faire une immersion, souvent pour la période de l'été, où ce que je m'immerse, je sors de mon métier de programmeur analyste senior à mon compte. Et puis, j'étais en communication. Alors, moi, je sors de ce milieu-là pour sortir des écrans, de sortir du milieu froid de l'électronique et de l'informatique pour m'intégrer avec mes confrères et mes consoeurs. Alors, je rentre dans la rue et je viens vivre avec eux autres les événements qu'eux autres ils vivent à chaque jour. Alors, c'est un choix personnel basé sur un besoin altruiste, basé sur un besoin communautaire de servir, franchement, les gens qui sont vraiment dans le besoin. D'accord. Pensez-vous que les gens vous jugent trop facilement ou jugent trop facilement les itinérants sur la situation? Bien évidemment, je présume que depuis l'aube des temps, les gens ont toujours un préjugé. Ça fait partie de la nature humaine de vouloir voir le bon côté, de vouloir aussi également voir la face cachée un peu de la réalité. Des fois, ce qui nous fait peur devient étrange pour nous, et ce qui devient étrange pour nous on rejette. Mais cette année particulièrement, grâce à la force média, grâce à beaucoup de gens qui se sont impliqués, on a vu cette année que les gens ont pris énormément soin des itinérants. Parfait, merci Sébastien. Alors, l'indifférence du public face à une personne, supposons, sur la rue Saint-Jean, qui veut recevoir de l'argent ou quelque chose, est-ce que la personne passe ou s'arrête, ou est-ce que tu as vu un changement à ce niveau-là? Mais je vous dirais que les gens sont très réceptifs. Quand ils se font demander, ils en ont de la monnaie, ils en donnent. Mais il faut se dire que les cartes de guichet, les dollars électroniques et tout font en sorte que les gens ont quasiment plus de monnaie, puis ils mettront toujours moins .20, mais en réalité, on voit des gens donner 20 $. On voit des gens donner un paquet de cigarettes. On voit des gens donner leur propre lunch sur la rue, partout, dans tous les coins du downtown et de la Haute-Ville et tout. Et qu'est-ce que l'Aube-Rivière t'apporte aussi, qui t'a apporté? C'est un rehab center. C'est une place qui a été faite spécialement pour être capable d'accueillir les gens qui ont des problématiques. Et non des gens qui sont sans abri temporairement ou ainsi de suite. Il offre une aile sur le côté qui est la halte, qui est déjà un cadeau du ciel d'être capable, avec 14 lits, d'être capable de faire en sorte avec le personnel qui sont très, très, très ouverts et un personnel qui essaye vraiment de faire du mieux avec 50-75 personnes, d'être capable de réussir à avoir des lits sur une base de 8 heures. Toute la gestion de la réponse du besoin de l'offre et de la demande est exceptionnellement incroyable. C'est un centre de réhabilitation, c'est un centre de rétablissement pour les différents maux sociaux. Alors, ils nous laissent l'accès. Ils nous donnent, comme à Noël, on a tout reçu 10 $, on a reçu des vêtements, on a reçu des cadeaux. 250 places ont été là. On a été invités à l'Archibald. On est allé manger à l'Archibald. J'ai vu des confrères et des consoeurs qui autrefois, puis aujourd'hui, depuis ce temps-là, on les entend plus. Ils ont compris que on fait du karaoké, on fait du bingo, ils font des activités, ils achètent une table de air hockey. La demande a été faite, puis quelques jours après, la table de air hockey est arrivée, le baby-foot. Bon, je te remercie beaucoup, Sébastien, de ton intervention ici, à l'Aube-Rivière. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Ça prend beaucoup de psychologie dans ton cas, puis je pense que tu en as beaucoup. Alors, ici Lise Michaud. Au 88,3. Je ferme la fenêtre et je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique. Notre émission Dessine-moi un logement sur Sequia FM 88.3 tire à sa fin. Nos remerciements vont à nos invités. Benoît Côté, directeur général de Pêche. Frédéric Lapointe de l'Aube-Rivière. Sébastien et François. Merci également à mes collègues Luc Montmigny et Lise Michaud pour leur reportage.
Un grand merci à Daniel Lambert et Lise Michaud à la technique, ainsi qu'à Éric Trudel de la Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec Chaudière-Appalaches pour son soutien. Notre émission est disponible en balado sur le site de Sequia FM 88,3. La prochaine émission aura lieu le 28 mars et portera sur les OBNL d'habitation. Nous parlerons particulièrement des RPA, des résidences pour personnes âgées. On vous y attend. Ou rester là. Le varatane s'est détaché, on a trop mis d'ammoniac. Ça sert à rien de laver le plancher, la poussière reste prise dans les graves. Écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.